Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour cette dernière demi-journée des grands dossiers de la protection sociale 2021 que je vais avoir le plaisir d'animer puisque j'ai été sollicité par la direction de M3S et j'ai accepté. Alors nous allons traiter successivement des sujets retraite, puis cinquième risque et puis ensuite perspective pour la protection sociale de demain. Donc trois moments successifs cet après-midi. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir deux, je crois être très sincère en disant ça, des meilleurs experts des sujets retraite en France au jour d'aujourd'hui, que sont Pierre Lubras, président du Conseil d'orientation des retraites, et Didier Blanchet, qui est président du comité de suivi des retraites, pour venir débattre de ce sujet. Sujet qui, à la fois, est central dans les sujets de protection sociale. Rappelons que c'est en volume financier et de loin le premier risque de la protection sociale, et puis qui a beaucoup occupé le débat public au long de ce quinquennat, avec un projet de réforme dont tout le monde sait que pour l'instant, il est dans les limbes, avec donc un sujet de sans doute il est très très peu vraisemblable qu'il ressorte d'ici la fin du quinquennat et que donc le sujet est plus d'éclairer ce qui pourrait se passer lors du prochain quinquennat. Et c'est un peu ce sur quoi on va essayer de se concentrer au jour d'aujourd'hui avec deux temps. Un premier temps, un peu état des lieux. Que peut-on dire du système de retraite et de sa situation notamment financière, mais peut-être pas seulement, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, essayer d'éclairer les débats qui commencent à se nouer autour des sujets. Et bien sûr, vous notez que dans les sujets qui reviennent, il y a les sujets de l'âge, de la retraite, des conditions d'éligibilité pour la retraite, pour être un peu plus global. Et donc, je demanderai à nos deux intervenants de voir comment ils voient ce débat et les conditions dans lesquelles il va se poser si il se confirme que c'est un sujet qui revient dans le débat public. Voilà un petit peu comment nous avons organisé les choses. Et dans un premier temps, je vais demander à Pierre Lubras de bien vouloir présenter de son point de vue l'état des lieux. Et sur l'état des lieux, il sera complété par Didier Blanchet. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous passerons un peu plus à la prospective. Merci Dominique, merci de l'invitation. Donc je vais vous présenter assez rapidement ce qu'on peut dire sur les perspectives de notre système de retraite et je m'appuie sur le dernier rapport établi au sein du corps que j'ai l'honneur de présider, le Conseil d'orientation des retraites, qui réunit l'ensemble des parties prenantes au débat sur les retraites, notamment l'ensemble des partenaires sociaux. Alors, pour se projeter dans l'avenir, pour savoir si notre système de retraite est soutenable, il faut faire des hypothèses. Hein. Donc voilà les hypothèses démographiques que nous retenons, hein, des hypothèses sur la fécondité, des hypothèses sur l'espérance de vie et des hypothèses sur les migrations. Et vous voyez à gauche, nous sommes calés maintenant sur une hypothèse basse de l'INSEE. L'INSEE fait tous les 5 ans des hypothèses démographiques et donc pour ce qui est de la fécondité, nous calons sur 1,80 enfants par femme sur les 50 prochaines années. Pour ce qui est de l'espérance de vie, une progression de l'espérance de vie d'environ 4 ans pour les femmes, 7 ans pour les hommes, et pour les migrations, environ 70 000 personnes par an. Bien évidemment, il nous faut aussi des hypothèses économiques. Je dis bien évidemment, et je reviendrai dessus parce qu'on pourrait imaginer qu'on n'ait pas besoin d'hypothèses économiques. Pour le court terme, nous nous calons sur les prévisions du gouvernement. Elles sont rappelées sur les slides, je ne les commenterai pas, simplement pour préciser que nous avons réalisé notre rapport en juin et que depuis, les hypothèses de court terme ont été revues assez significativement à la hausse, notamment pour 2021, puisqu'on prévoyait une croissance de 5%. Et maintenant, le ministre revendique une croissance de 6,25 sur 2021. Et puis, à long terme, le gouvernement ne fait pas de prévision à long terme et nous-mêmes, nous ne faisons pas de prévision parce que personne ne peut prévoir ce qui va se passer d'ici 2070, c'est-à-dire pendant les 40 ans qui viennent. Et nous avons des scénarios sur la productivité horaire du travail. Est-ce que cette productivité va augmenter de 1, 3, 5, 8, 4 scénarios. Et
en fonction de la productivité horaire du travail. On a l'augmentation des rémunérations, puisqu'on fait l'hypothèse que le temps de travail sera stable, que le partage de la valeur ajoutée sera stable, et en gros, ça nous donne le PIB. Et puis, nous avons une hypothèse de chômage à 7%. Avec toutes ces hypothèses, quel est le principal résultat du rapport du corps? Vous l'avez sur ce slide que je vais commenter un peu. En gros, ce slide, il exprime la charge des retraites en pourcentage de la richesse qui est produite chaque année. Les retraites, c'est un mécanisme assez simple. On prélève sur la richesse produite par les actifs pour assurer les retraites des gens qui ne travaillent plus. Et donc, il est pertinent de regarder combien il faut prélever en pourcentage de la richesse produite chaque année pour financer les retraites. Et la richesse produite chaque année, c'est le PIB. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le PIB, retenez que c'est 2300 milliards par an. Eh bien, vous voyez que la charge des retraites, si on part à gauche du slide, elle a, dans un premier temps, fortement augmenté depuis les années 2000, pour atteindre environ 14,1% en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? D'une part, les générations nombreuses du baby-boom sont arrivées à l'âge de la retraite en 2005, et puis à partir de 2008, on a eu une crise très très longue qui s'est prolongée en gros jusqu'en 2015. Et donc, la part des dépenses de retraite a fortement augmenté, c'est-à-dire la charge des actifs pour financer les retraites a fortement cru. Et puis à partir de 2014, vous voyez, jusqu'à 2019, on commence à voir une décrue. Une décrue parce qu'il y a les effets des réformes, comme par exemple la réforme de 2010 qui a repoussé l'âge de la retraite, et puis il y a une reprise de la croissance, et puis il y a des sous-indexations à Arco, à GIRC et au régime général par rapport au prix. Et puis vous voyez donc l'épisode Covid, le PIB s'effondre, il baisse de 7,9. Les retraites, elles, continuent sur leur tendance précédente. La mortalité des retraités a été accrue par la crise Covid, mais même si c'est un drame humain, en termes statistiques macro, ça reste globalement négligeable. Et donc, la part des dépenses de retraite a augmenté jusqu'à 14,7. Dès 2021, reprise de la croissance, vous voyez qu'on revient à peu près au niveau précédent. Et puis, ça va se stabiliser en gros jusqu'au début, pendant toute la décennie 2020. Et puis ensuite, vous voyez que ça diminue. Et là, on a 4 courbes qui dépendent des hypothèses économiques. Ça diminue d'autant plus que les rémunérations augmentent rapidement. Et tout ça, pourquoi? Parce que dans notre système de retraite, beaucoup de valeurs sont indexées sur les prix qui déterminent le montant des retraites. Il s'agit des salaires reportés au compte au régime général et il s'agit des pensions une fois qu'elles sont liquidées. Donc quand les salaires augmentent très très vite, le PIB augmente également dans la même proportion et comme les pensions sont très liées au prix, eh bien, la part des dépenses de retraite dans les prix diminue. Mais vous voyez que globalement, ça se stabilise et puis que ça diminue et que ça ne correspond pas au discours le plus commun. La France vieillit et donc on va dans le mur et il va y avoir une catastrophe au niveau des retraites. Au contraire, moi, ce que je vous dis, et en tout cas ce que vous dit le corps, hein, parce que ce n'est pas simplement moi, c'est ça se stabilise et puis ça diminue. Donc ça paraît un peu magique. Et rien n'est magique en matière de retraite, je vous rassure. Donc, la France vieillit, ça c'est évident. Je vais essayer de vous expliquer le mécanisme qui aboutit à ce résultat. Hein. Donc la France vieillit, et bien évidemment, on le prend en compte. Hein. Au corps, on n'est pas aveugle sur ce mécanisme. Et vous le voyez dans le graphique de gauche. Actuellement, il y a 1,7 cotisants par retraité. Et en 2020, il n'y en aura plus que 1,3. En 2070, il n'y en aura plus que 1,3. Donc ça, c'est l'effet du vieillissement, même si, j'y reviendrai, l'âge de la retraite l'âge de départ à la retraite va un peu augmenter. Donc il n'y aurait que cette force-là, c'est-à-dire le vieillissement de la France, et bien évidemment, les dépenses de retraite exploseraient par rapport au PIB. Mais il y a une autre force qui va dans le sens contraire, qui est retracée par le ratio pension par retraité sur rémunération des actifs. Aujourd'hui, en gros, la pension moyenne d'un retraité, c'est la moitié de la rémunération moyenne d'un actif et ça va diminuer. Et ça va diminuer pour le mécanisme que j'évoquais jusqu'à présent, c'est
auparavant, pardon, c'est l'indexation des pensions sur les prix. Donc aujourd'hui, à chaque retraité, on donne 50% de ce que gagne un actif, et en 2070, on donnera entre 31 et 36%. Et donc ces deux forces vont en sens contraire. Une tire les retraites vers le haut, l'autre tire les retraites vers le bas. Et ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est la résultante de ces deux forces. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien. Si je viens chez vous et que je vous dis la température est stabilisée, c'est une bonne nouvelle si la température est à 20, 21 degrés. Mais si elle est à 45 ou si elle est à 5 degrés, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, dire les dépenses de retraite se stabilisent puis diminuent, c'est aller à l'encontre d'un discours commun du genre les dépenses de retraite vont exploser, mais ça n'épuise pas le débat, parce que après tout, on peut considérer que même stabiliser à 13,5 et même si ça doit diminuer entre 13 et 11%, eh bien c'est trop élevé, qu'il faudrait prélever moins sur les actifs, que les gens pourraient travailler plus. Et donc dans ce cas-là, on se dit il faut revenir là où on en était, et très vite, au début des années 2000, vers 11%. Ou au contraire, on peut dire, et certains encore le disent, eh bien, on ne dépense pas assez sur les retraites, les gens partent trop tard, il faudrait partir dès 60 ans, où les pensions ne sont pas assez. Donc, le fait de dire ça n'explose pas, ça va à l'encontre d'un discours commun, mais ça n'épuise pas, le débat. Est-ce que je peux poser une question, faire une remarque? Est-ce que quand même, il ne faut pas dire que dans les facteurs aussi qui jouent pour l'avenir, parce que tu évoques ces deux facteurs, il y a aussi un troisième facteur qui est quand même l'effet des réformes passées. C'est-à-dire que ce qui explique aussi la modération quand même pour l'avenir, c'est le fait que les réformes passées continuent à produire leur effet. Oui, tout à fait. Donc, je dis ça, c'est parce que c'est important de dire effectivement que les réformes produisent leur effet très successivement dans le temps. Donc, par exemple, on a fait l'exercice, je n'ai pas mis de slide là, de calculer ce qui se serait passé si on n'avait fait aucune réforme depuis le début des années 90, et on serait autour de 20% du PIB pour les retraites. Et la principale réforme, en gros, ça a été l'indexation sur les prix, puisque avant les années 90, les pensions étaient indexées sur les salaires. Le principe, c'était les retraités vivent dans une société. Si cette société fait des gains de productivité, ils doivent en profiter. Et donc, avec une indexation sur les salaires, eh bien, les retraites auraient beaucoup plus augmenté qu'elles n'ont augmenté. Les autres réformes, vous les connaissez, c'est l'augmentation de la durée d'assurance requise pour avoir le taux plein, c'est le report de l'âge légal, et tout ça, c'est échelonné depuis le début des années 90. Dernier point, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, je vous dis ça se stabilise pendant la décennie 2020. Et on pourrait dire, ça va, ça se stabilise. Bon. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est vraiment incompatible avec la politique économique qu'entend conduire le gouvernement. Dans le programme de stabilité, programme de stabilité qui a été présenté en avril 2021, le gouvernement se donne des objectifs sur le niveau de la dette et sur l'évolution des prélèvements obligatoires. Et à partir de ces objectifs, il en déduit l'évolution possible des dépenses publiques. Et le résultat, c'est qu'il faut, pour tenir les objectifs sur le niveau de la dette, sur la baisse des prélèvements obligatoires, que les dépenses publiques n'augmentent pas en réel de plus de 0,7% par an. Or, les dépenses de retraite augmentent du double, de 1,5% par an. C'est pour ça qu'elles sont stabilisées par rapport au PIB. Et les dépenses de retraite, c'est 25% des dépenses publiques. Donc vous voyez bien que sans réforme des retraites, qui viendrait diminuer la croissance naturelle, si on ne fait rien, des dépenses de retraite, eh bien, on ne peut pas tenir les objectifs macroéconomiques du gouvernement. Donc vous voyez bien aussi que, je dis tout ça pour dire que certaines réformes des retraites ne s'expliquent pas simplement en considérant le dossier retraite, mais en considérant globalement la politique macroéconomique globale. Et c'est un des éléments. La politique des finances publiques globales. Oui, enfin, quand je dis politique macroéconomique globale, je veux dire la politique des finances publiques globales, nos objectifs par rapport à la dette, nos objectifs par rapport au prélèvement obligatoire. Et bien évidemment, si les dépenses de retraite augmentent de 1,5 alors qu'elles représentent 25% des dépenses publiques, on ne pourra pas sur les 75% qui restent, parce que dans les 75% qui restent, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la sécurité, il y a la justice, il y a la défense. On ne pourra pas tenir un objectif global sur les 100 de 0,7. Si je peux me mettre sur ce sujet, deux petites remarques. Il me semble qu'au niveau européen, depuis longtemps d'ailleurs,
le sujet de la retraite est un des marqueurs de ceux qui surveillent les finances publiques des différents pays pour dire vous faites des efforts ou pas. Parce que finalement, c'est assez compréhensible aussi et assez mesurable d'un pays à l'autre. Et donc, c'est vrai que c'est devenu un élément très important du dialogue entre les États et l'Europe, le sujet retraite. Puis, deuxième élément, je fais référence à ce qu'on a vu sur la maladie. On sait bien aussi qu'avec la crise sanitaire, les leviers traditionnels sur l'assurance maladie, on l'a vu, se sont, disons, largement estompés, disons. Et donc, qu'est-ce qui reste comme arsenal pour un pays comme la France pour dire je fais des réformes? Bon, pour l'instant, en tout cas, ça se focalise un peu sur le sujet retraite. Tout à fait. Et de toute façon, chaque année, dans les recommandations de la Commission européenne adressées à la France, il y a vous devriez faire une réforme des retraites. Alors donc, voilà quelle est la situation. Je vais parler maintenant du niveau de vie, parce que je vous dis donc, les retraites se stabilisent, et je pourrais dire, ben, il a un discours complètement accommodant, mais le niveau des retraites se stabilise parce que la pension moyenne rapportée à la rémunération moyenne diminue, et donc ça va avoir un effet sur le niveau de vie des retraités. Alors là, un slide qui vous rappelle ce qu'est le niveau de vie, c'est pas simplement les pensions ou le revenu, c'est un calcul un peu plus complexe, je passe rapidement, mais c'est simplement pour mémoire. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui de l'ensemble de la population. On a mis l'ensemble de la population à 100%, et les retraités, en 2020, sont en gros à 103%. D'accord? Donc aujourd'hui, les retraités ont un niveau de vie qui est supérieur à celui de l'ensemble de la population. Ne dites pas ça autour de vous, parce que quand on interroge les Français sur cette question, ils sont plus de 50% à penser le contraire. Donc n'allez pas les embêter avec des statistiques qui contredisent leur ressenti. Mais quand on fait des statistiques, ce n'est pas du ressenti, et ils sont à 63%. Et comme je vous l'ai dit, comme les pensions vont baisser relativement aux revenus d'activité, eh bien, le niveau de vie des retraités, si rien ne change par ailleurs, eh bien, va diminuer. Hein. Actuellement, il est à 103 et il se situera entre 86 et 77 en 2070. Donc, un discours apaisant sur il n'y a pas d'explosion des dépenses des retraites, mais ce discours apaisant a bien évidemment une contrepartie, c'est la baisse du niveau de vie relatif des retraités. Alors, je dis bien niveau de vie relatif, parce que le niveau de vie des retraités va augmenter. C'est par rapport aux actifs qu'il va diminuer, mais dans l'absolu et dans le temps, les retraités de demain seront plus riches qu'aujourd'hui. J'insiste là-dessus parce que souvent, avec les journalistes, on dit le niveau de vie relatif des retraités va diminuer. Ils enlèvent relatif parce qu'ils se disent, bon, cet objectif, il ne sert pas à grand-chose. Et donc, ils disent, le niveau de vie des retraités va diminuer, ce qui est complètement différent. Non, demain, les retraités seront plus riches qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais rapportés aux actifs de demain, eh bien, leur niveau de vie sera plus faible. Alors, je ne sais plus où on en est dans le temps. On peut peut-être, c'est déjà 20 minutes, on peut peut-être céder la parole à Didier Blanchet pour compléter cet état des lieux, mais j'aurais une question quand même, Pierre-Louis, pendant qu'on répare les slides de Didier Blanchet. Tout ça, c'est évidemment sous les hypothèses économiques que tu as présentées au début. Or, on sait, il y a un débat récurrent sur ces hypothèses économiques. Du reste, tout le monde souligne depuis des années l'apport des travaux du corps, mais s'il y a un petit débat sous-jacent, c'est bien celui des hypothèses économiques sur lesquelles reposent les hypothèses du corps. Alors, je crois qu'il y a des travaux en cours du reste au corps sur le sujet. Tout à fait. Donc, souvent, on dit le corps est trop optimiste. Et en France, il ne fait pas bon être optimiste. Si vous regardez là aussi le ressenti et les sondages, quand on demande aux Français s'ils sont optimistes pour l'avenir, pour la génération future, ils sont tous très pessimistes et on est les plus pessimistes au monde. Donc nous, au corps, on nous reproche donc d'être trop optimiste. Et donc, il y a un colloque le 15 novembre, on a fait une consultation des économistes sur les hypothèses qu'il faudrait retenir. Et il y a un colloque le 15 novembre sur le thème « Le corps est-il trop optimiste ?» Et fin novembre, avec les membres du corps, nous déciderons pour savoir s'il faut prendre un nouveau jeu d'hypothèses pour projeter le système de retraite. Donc nous allons essayer de répondre à cette question. Le corps est-il trop optimiste? Je précise que
un optimiste, c'est un imbécile heureux, tout le monde le sait, mais qu'un pessimiste, c'est un imbécile malheureux. Et donc, vous comprenez pourquoi moi, naturellement, je suis optimiste. C'était cette vision de l'optimiste. Bien, bonjour et merci de l'invitation. Donc, je vais compléter en focusant sur un indicateur qu'a pas évoqué Pierre-Louis, qui est l'indicateur des déficits, là, qui en général attire le plus l'attention des médias, mais sur lesquels il y a des petits problèmes de compréhension là, que je vais essayer d'éclaircir. Donc, je vais faire ça en m'appuyant sur l'avis du comité de suivi des retraites. J'ai pas appuyé sur la bonne touche, oui c'est ça, voilà. Je vais juste commencer par quelques mots pour ouvrir sur le comité de suivi des retraites parce que c'est une instance moins célèbre que le corps, on est plus petit, on est plus récent. Il a été créé par la réforme de 2014 et on est chargé chaque année de remettre un avis au Premier ministre sur la situation du système de retraite assorti d'éventuelles recommandations. Le fait de pouvoir faire ça est quelque chose dont on n'a pas abusé à ce stade, et on le fait sur la base d'indicateurs qui sont projetés par le corps. Donc il y a une articulation très, très étroite entre les travaux du corps, les projections qu'il rend tous les ans, et ces avis du CSR. Les indicateurs, ils portent sur la pérennité financière, le niveau des pensions et l'équité inter- et intragénérationnelle. Et l'exercice auquel on doit se livrer dans ces avis est un peu difficile, je trouve, pour deux raisons. Alors, pour tout ce qui concerne l'adéquation des retraites, c'est un peu le problème on y reviendra peut-être si on parle de réforme structurelle, le régime universel, c'est l'éclatement du système. Donc, on est un peu insatisfait de devoir se prononcer sur l'état global d'un système à partir d'une petite batterie d'une dizaine ou d'une quinzaine d'indicateurs qui ne peuvent pas couvrir l'ensemble des cas de figure. Et puis, pour ce qui est de la pérennité financière, donc on est censé se prononcer sur les soldes, mais il y a cette difficulté de bien lire les indicateurs de solde. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais plutôt... Alors, on a vu donc que le corps nous propose 4 hypothèses de croissance, mais en matière de solde, c'est assorti de 3 hypothèses, 3 conventions sur le calcul des soldes, ce qui fait 12 résultats au total. Et effectivement, ça donne un peu à boire et à manger à qui veut plutôt commenter ce qui est favorable ou ce qui est défavorable. Et donc, ça mérite qu'on regarde de plus près. Alors, pour simplifier les choses, au CSR, on a choisi de se concentrer sur 2 d'entre eux. Donc, je vais vous passer le 3e, ça nous fera gagner aussi un petit peu de temps. Alors, vous avez ici, là, donc c'est représenté. Alors, dans ce débat sur les hypothèses de croissance, le CSR aussi a exercé une pression discrète en faveur de plutôt privilégier les hypothèses basses. On pense quand même que le 1,8 est quand même très optimiste. Donc, je vous présenterai que des résultats sur le 1, le 1,3 et le 1,5 pour ces hypothèses de croissance de la productivité. Et donc, vous avez là l'évolution des soldes. Alors, vous les avez pour les projections 2019, 2020 et 2021. Donc, on va surtout regarder 2021, c'est le trait qui est le plus foncé. Et bon, c'est un symbolisme un peu appuyé, mais donc vous avez une zone bleue qui correspond à quand vous êtes sous la ligne de flottaison et donc vous êtes dans le clair quand vous en êtes sorti. Alors, ce qu'on voit là, c'est une première convention du corps. Donc, je la dis juste comme avec son nom, là, effort de l'état constant. Donc, vous voyez que là, on sort assez vite, façon de parler quand même, ça se situe plutôt à 2030. Sauf dans l'hypothèse de croissance rapide. On sort assez vite de l'eau, on en sort même beaucoup là dans l'hypothèse de croissance la plus favorable, puisqu'on se retrouve avec des excédents assez importants à très long terme de 1,5 point de PIB dans l'hypothèse la plus positive. Message assez différent avec la convention dite équilibre permanent des régimes, et je vais expliquer ce que ça veut dire, puisque là vous voyez que dans l'hypothèse de croissance la plus favorable, on sort la tête de l'eau effectivement, mais quand même assez tard, au-delà de 2050, et puis dans les 2 autres hypothèses, on reste en permanence en situation de déficit avec un solde négatif, compris entre 0,5, enfin autour de 0, si je lis bien, 0,75 points de PIB sur l'hypothèse de croissance la plus défavorable. Alors tout ça est un peu intriguant, on voit bien effectivement comment les gens qui veulent plutôt être alarmistes, ils vont aller chercher l'hypothèse 1 avec la convention EPR, et les gens qui veulent être optimistes vont plutôt aller chercher la convention précédente avec l'hypothèse de croissance la plus rapide. Pourquoi cette situation? Alors, l'origine de la divergence, ce n'est pas du côté des dépenses. Enfin, dépenses, on a vu qu'il y a une dépendance par rapport aux hypothèses de croissance économique. Donc, ça, vous retrouvez les graphiques de part des retraites dans le PIB que vous a déjà présenté Pierre-Louis. Mais là, il n'y a qu'une seule, il n'y a pas de convention du corps, il y a une seule façon de les calculer, parce qu'on sait quelles sont les règles de calcul des retraites. Il suffit de projeter les carrières et de projeter les droits qui en résultent pour simuler ce montant des dépenses en proportion du PIB. Et vous avez juste le fait qu'effectivement, plus la croissance est rapide, plus les dépenses redécrochent par rapport au niveau qu'elles ont atteint actuellement. L'incertitude, elle est, enfin, la nécessité de poser des conventions, elle est du côté des ressources.
Alors là, c'est sur l'exemple de la croissance à 1,3%. Vous avez donc en superposition, et puis cette fois-ci l'échelle part de 0 en bas. Vous avez en orange cette trajectoire des dépenses en part de PIB, hein, donc qui est la même des deux côtés. Donc vous avez à droite la convention équilibre permanent des régimes et à gauche la convention effort d'état constant. Donc ce qui est en orange est le même des deux côtés, hein, c'est la projection des dépenses. Par contre, vous avez deux hypothèses radicalement différentes sur l'évolution des ressources, hein. L'effort de l'état constant, ça vous conduit à supposer que les ressources du système de retraite vont être à peu près stationnaires en part de PIB jusqu'à 2070. Alors que la deuxième convention fait l'hypothèse qu'elle décroisse et qu'elle décroisse nettement plus vite que ne vont le faire les dépenses, ce qui explique qu'on a une situation d'excès de dépenses qui ne s'estompe que tout à fait à la fin. Alors pourquoi plusieurs conventions? En fait, on se dit un solde, en principe, tout le monde sait ce que c'est, ça devrait être facile à calculer, il n'y aurait pas besoin de faire des hypothèses. En fait, un solde, c'est un concept bien défini quand quand le système est alimenté par des cotisations à un taux bien prédéfini sur une base bien prédéfinie. Donc j'ai dit, on sait projeter les salaires, c'est comme ça qu'on sait projeter les retraites. Si on sait projeter les salaires et si le système de retraite n'était financé que par des cotisations à taux fixe sur ces salaires, on prévoirait les ressources avec la même certitude. Mais le problème, c'est qu'il y a des ressources discrétionnaires, et c'est le cas principalement des contributions de l'État. Et donc, il faut des hypothèses sur le niveau auquel celui-ci choisira de les fixer. Donc, la première convention, donc du coup, on comprend mieux de quoi il s'agit. Effort de l'État constant, ça suppose que l'État, il continuera indéfiniment à alimenter le système de retraite au même taux en part de PIB. Alors que la convention équilibre permanent des régimes consiste à dire, actuellement, ce que fait l'État, c'est qu'il paye les retraites de ses fonctionnaires, et tant mieux pour moi, je le suis depuis peu de temps. Et puis, il assure des subventions d'équilibre à un certain nombre de régimes et dans le futur, il ne fera pas davantage que ça. Donc, cette convention qui s'appelle équilibre permanent des régimes et qui paradoxalement conduit à une situation plus déséquilibrée, elle repose sur cette convention-là qui, du coup, se traduit par moins d'abondement de la part de l'État progressivement. Pourquoi? Parce que ces régimes bénéficiant de subventions d'équilibre, en fait, dans les projections telles qu'elles sont conçues, les dépenses ont tendance à régresser plus fortement que dans les autres régimes. Et par comparaison, la convention de EPR qui bloque ces subventions d'équilibre, en fait, par différence, elle nous dit en creux ce que sont les déficits de tous ces autres régimes. Et là, effectivement, le fait d'avoir des déficits marqués signifie que ces régimes sont déséquilibrés de façon tendancielle. Alors évidemment, la convention EEC elle est plus sympathique puisqu'elle nous dit on va finir par des excédents, mais elle supposerait que l'État actuellement il subventionne, il paye les retraites de ses fonctionnaires, il subventionne des régimes et puis il se dit peut-être progressivement je vais avoir besoin de mettre moins d'argent sur tout ça et cet argent j'ai plein d'autres choses à financer, donc peut-être que ça serait bien pour nous de plutôt rediriger ça vers la dépendance, vers Oui. Je pense qu'effectivement ce débat, si je peux me permettre. Ça nous rappelle que, certes, on a une loi de financement de la sécurité sociale, mais effectivement, sur le sujet retraite, ce que met l'État n'est pas du tout indifférent à la vision de ce qu'on a global. Et effectivement, c'est pour ça que la situation financière de l'État ne peut pas être indifférente totalement à nos sujets. Alors, on sait, on l'a vu dans des séances précédentes de nos dossiers, que c'est quand même très détérioré. Donc déjà, premièrement, et deuxièmement, effectivement, il y a tous ces débats sur les nouvelles priorités, investir pour l'avenir, etc. Donc voilà, c'est vrai que quelque part, c'est un miracle avec ça. Et une petite remarque entre nous, ce sujet très important, sauf si j'avais mal entendu, mais dans le projet de réforme retraite du gouvernement, moi, j'ai jamais vu comment il était tranché, quoi. Je veux dire, entre nous, c'était pas d'une visibilité totale dans le projet. Comment c'était tranché. Enfin, c'est revenu dans le projet, effectivement, à travers ce débat, mais justement, je vais y venir sur quelle taille du système de retraite on cherche à se stabiliser, et les arguments pour ou contre telle taille, effectivement, renvoient aux idées qu'on peut avoir sur les autres usages de la ressource fiscale. Alors, les scénarios stylisés qu'on propose sur cette base. Bon, j'ai pas détaillé la dette Covid. À court terme, là, par contre, c'est complètement indépendant de la Convention. Et puis, ça a été plus ou moins réglé, enfin, entre guillemets, dès l'été 2020, en disant qu'on allait reporter tout ça vers la CADES, dont on prolonge la durée de vie, etc. Donc, j'y reviens pas. Donc, au-delà, il y a selon que vous êtes plutôt pro-EEC ou pro-EPR, vous avez deux trajectoires. Une qui est plutôt la stabilisation des dépenses de retraite à 13,5 points de PIB, c'est bien. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait
faudrait se régler. Et dans ce cas-là, vous stabilisez le système de retraite au sens de cette convention comptable. Et dans l'autre cas, ce qu'il faudrait, c'est un effort substantiel de freinage des dépenses, les portant à 12,5. Donc les 12,5, c'est quelque chose vers quoi on arrive spontanément à terme avec les réformes actuelles, du moins si la croissance économique est suffisamment significative, mais on n'y arrive que très progressivement. Donc si vous voulez vraiment équilibrer au sens de cette convention EPR, donc dégager tout de suite de la ressource pour d'autres besoins, il faudrait accélérer le processus, et c'est là qu'intervient la question, est-ce qu'on accélère les mesures précédentes sur l'âge minimum, sur la durée de cotisation, ou est-ce qu'on fait de la désindexation temporaire plus radicale? Juste 2-3 slides pour finir, et puis je m'arrêterai là. Donc le choix, c'est ce qui vient d'être dit à l'instant, hein, c'est un choix politique à replacer dans une stratégie globale de finances publiques. Hein, ça dépend si l'État trouve ou pas qu'il a de meilleures choses à faire de l'argent qu'il peut progressivement économiser sur les régimes qu'il subventionne actuellement. Alors, si dit le scénario A, moi pendant longtemps j'ai été assez partisan de ce scénario-là. Alors pour une raison, ça va répondre aussi un peu à la question de Dominique Libaud sur l'effet des réformes passées et tout. Comme ça a été rappelé, quand on a commencé à discuter des retraites au début des années 90, ce qui était anticipé, c'est qu'avec le vieillissement démographique, donc à peu près le doublement du nombre de retraités par rapport aux actifs, on allait passer de 11% du PIB à 19-20% du PIB. Alors, est-ce que vous avez la chose qui monte le plus haut, traduit à peu près ça? C'était dans le tout premier rapport du corps, celui de 2001. Il y avait eu un scénario dans lequel on neutralisait plus ou moins l'indexation des retraites sur les prix plutôt que sur les salaires. Et donc, ça vous conduisait effectivement à ces 20% du PIB. Donc, il fallait sauter de 11, c'était ça le fameux mur, il fallait sauter de 11 à 20%. Enfin, c'était un plan incliné, c'était pas exactement un mur. Ce que vous avez dans le même rapport de 2001, il y avait déjà eu la réforme de 93 qui était intervenue et l'indexation sur les prix. Donc, vous voyez que déjà, on avait significativement rabattu la courbe vers le bas. C'est la courbe en très continue. Et ce qui s'est passé en fait depuis, c'est que là, ce que vous avez, alors ce n'est pas les projections de 2021 ni de 2020, c'est celle de 2019. J'actualise mon graphique, donc vous ne voyez pas le petit pic Covid, mais le début de la courbe correspond à ce que vous avez déjà vu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les prévisions du tout premier rapport, elles n'ont pas été confirmées parce que les réformes ont quand même été moins efficaces que prévu en termes d'économie. Donc, c'est la trajectoire que vous avez en rose. Et puis, ce qui est venu se greffer là-dessus, c'est la crise de 2008-2009 qui a fait une marge escalier exactement du même type que celle qu'on a en plus accentuée avec la crise Covid. Et donc, on a été porté prématurément à un niveau de 13,5, 14. Et en fait, se stabiliser à ce niveau-là, finalement, ça avait ce côté sympathique de couper un peu la poire en trois par rapport au saut de 11 à 19. Ça revenait à dire, voilà, il y a à peu près 3 points qui vont passer en hausse de taux d'effort. Et puis le reste, ça va être partagé à part égale entre incidence de la désindexation qui fait baisser le pouvoir d'achat relatif des retraités et puis hausse de l'âge de la retraite. Donc vous avez, je crois que Pierre-Louis a montré un graphique sur cette hausse qui devrait le porter à 64-65 ans. Donc ça renvoyait un peu à dos les partisans de ces 3 leviers du fameux triangle des retraites en disant voilà, finalement on a joué à peu près sur les 3 instruments, on a mangé notre pain blanc sur la hausse du taux d'effort et puis maintenant le reste ça va plutôt passer par l'âge ou par la... Bon, mais maintenant ça c'était effectivement dans un contexte budgétaire qui n'est pas celui qu'on a aujourd'hui, donc le contexte budgétaire d'aujourd'hui peut conduire à dire non, même 13,5 c'est encore trop et il vaut mieux revenir à 12,5 et c'est un peu ça l'essentiel du débat. Alors après quand je dis 13,5, 12,5 effectivement c'est juste pour structurer un peu la réflexion, mais ça peut être soit en dehors, soit à mi-chemin au milieu de cette épure. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir ainsi bien posé les termes du débat. Alors, je vais me faire disputer par une phrase, parce que j'ai oublié de dire au début, donc j'espère que Gilles Neuzosi ne m'en voudra pas trop, que effectivement, vous pouvez poser vos questions par Internet, et heureusement, beaucoup ont posé d'ores et déjà des questions. Alors, en fait, je vais en sélectionner dans des premières, parce qu'il y en a qui vont être plus pour aiguiller la discussion qui va venir, mais je reste aux questions un peu sur la mesure aujourd'hui, notamment la mesure du niveau de vie des retraités qui a été pas mal abordée par notamment Pierre-Louis Bras. Alors, j'essaie de retrouver les questions. Alors, il y a une question en disant, qui s'interroge sur le fait que les gens ne perçoivent pas comme ça. Donc, voilà. Pourquoi ce très bon niveau de vie relatif n'était pas ressenti par les Français? Comment mieux présenter ces chiffres pour faire accepter les baisses de pension induites par les réformes? Donc voilà. Et puis une question plus
technique, si j'ose dire. Le rapport REPS sur le PLFSS 2022, alors je rappelle que le rapport REPS, c'est ce qui est annexé donc au projet de loi de financement, et effectivement c'est disponible sur Internet aujourd'hui, dit plutôt que le ratio niveau de vie médian retraité actif est de 94% et non de 103%. Voilà. Alors, pour le rapport REPS, il y a deux différences avec ce que vous présentez. D'une part, c'est médian et pas moyen, et d'autre part, c'est actif et pas ensemble de la population. Donc, moi, j'ai choisi de vous présenter ensemble de la population. C'est moins favorable si on ne met que les actifs, puisque dans l'ensemble de la population, d'une part, il y a les adultes inactifs, les enfants, et il y a les retraités. Si on ne compare qu'aux simples actifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ça change le ratio. Donc voilà. Si je peux me permettre un tout petit élément sur ces sujets, il ne faut pas oublier, ces chiffres sont évidemment très intéressants, hein, et je suis le premier à le dire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des conventions comme tous des chiffres. Oui. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'INSEE à un moment donné pour introduire la convention du loyer fictif dans l'appréciation du niveau de vie. Parce qu'à un moment donné, on ne prenait pas en compte. C'est-à-dire, on prenait, est-ce qu'on prend le revenu monétaire, où je disais, moi, mais les retraités, souvent, ils ont acquis leur logement, et donc ils ont plus ça à payer, il faudrait le prendre. Et maintenant, c'est dans. Alors, dans les 103, quand je vous dis 103, c'est hors loyer imputé, loyer fictif, lié au fait que les retraités sont plus souvent propriétaires que l'ensemble de la population de leur logement. Si on mettait... Alors, lisez le rapport parce que, bon, on est obligé de faire des choix quand on fait des présentations et ce n'est pas des choix orientés. Hein. Donc, on le signale aussi. C'est encore meilleur, bien évidemment, si on met les loyers imputés à hauteur de mémoire 3 points. Quoi. Donc, au lieu d'être à 103, par rapport à l'ensemble des populations, les retraités seraient à 106. Par rapport aux actifs, c'est moins favorable pour les raisons que je vous ai indiquées. Et puis, à la limite, on pourrait aussi dire, mais il y a des transferts des retraités descendants vers les plus jeunes. Là, bien évidemment, on n'en tient pas compte puisqu'on est au niveau du revenu disponible. Les retraités font ce qu'ils veulent de leur niveau de vie, mais on sait qu'il y a des transferts importants et souvent on dit que ça va jusqu'à hauteur de 8%, même s'il y a certains transferts ascendants, notamment au titre de la dépendance, il y a beaucoup de transferts descendants des retraités vers les jeunes, notamment lorsqu'ils s'installent dans la vie. Quoi. Bon, voilà. Donc on peut discuter à l'infini et chaque indicateur mérite d'être questionné, mais quand vous avez 15 minutes, vous passez pas vos 15 minutes à faire de la méthodologie et vous essayez de donner des grands messages. Alors après, pourquoi c'est pas ressenti moi, franchement, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une rémanence d'un discours qui a été très présent et qui était très juste des années 60, des années 70, le fameux rapport Larocque de 62 sur les retraités sont pauvres. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a une rémanence de cette vision. Et puis, par ailleurs, les retraités ont un niveau de vie, un revenu disponible supérieur à celui de l'ensemble de la population, mais les retraités épargnent. Et donc, les retraités, quand vous regardez leur mode de vie, vous pouvez vous dire, ils ont un mode de vie qui est un peu en retrait par rapport à celui que j'ai. Mais souvent, c'est parce qu'il y a des efforts d'épargne. Alors, bien évidemment, pas chez les retraités les plus modestes, hein, mais un des paradoxes du système de retraite français, c'est que les retraités épargnent. Un système de retraite, c'est fait pour quoi, normalement? On gagne de l'argent pendant sa vie active, on accumule, et puis ensuite, on désaccumule pendant sa retraite. C'est la théorie de base des économistes du cycle de vie. Or, en France, bien évidemment, les modestes n'ont pas accumulé beaucoup pendant leur vie active et n'accumuleront pas pendant la retraite, mais dès lors qu'on est pour 50% de la population, il y a des taux d'épargne qui sont importants, supérieurs à ceux des actifs, chez les retraités. Donc les retraités épargnent. Alors qu'est-ce que ça fait cette épargne? Eh bien, elle s'accumule et à la fin, ça fait un héritage.
Et cet héritage, il va à qui? À des gens qui ont en règle générale 60 ans et qui vont rentrer dans la retraite. Donc vous voyez, on boucle à la limite de retraité à retraité sur la gestion de l'épargne. Didier Blanchet va peut-être compléter sur ce sujet, mais moi, une petite remarque aussi. Enfin, moi, et je l'avais mis dans mon rapport grand âge autonomie, moi, je pense qu'il serait bien aussi demain d'avoir plus des données qui distinguent les 65-85 ans et 85 ans au-delà. Parce que je pense que la situation n'est pas tout à fait la même lorsqu'on est jeune retraité ou qu'on arrive au très grand âge. D'une part, parce que ce qui a été dit par Pierre Lebrun lui-même, c'est effectivement le fait que la revalorisation sur les prix fait que, grosso modo, on a un taux de remplacement assez bon au début, mais il se dégrade un peu, enfin, disons, bon. Deuxièmement, les ménages ne sont plus les mêmes à 65-85 ans. Vous pouvez vous retrouver seul du fait du veuvage à 85 ans, et notamment c'est le cas d'un certain nombre de femmes. Et on est encore aujourd'hui dans des générations où peut y avoir des retraites très modestes, parce que donc à cet âge-là, c'est encore des générations qui avaient eu des carrières complètes assez faibles. Et troisièmement aussi, évidemment, et c'est juste une limite de l'approche monétaire, il faudrait voir les dépenses qu'il y a en face, ou les dépenses obligées. Et évidemment, par exemple, le coût des complémentaires santé aujourd'hui, il peut être assez élevé pour une personne âgée, parce que l'effort sur la complémentaire santé solidaire, il n'a porté que sur les salariés, enfin sur les salariés avec la participation, et donc il y a des charges et qui peuvent augmenter du fait de la perte d'autonomie. Donc voilà, je dirais ça un tout petit peu pour nuancer, mais ça ne nuance pas du tout le constat global, que globalement on peut dire effectivement, et les comparaisons européennes nous le montrent aussi, effectivement, nous avons en France un système qui permet que le taux de pauvreté des personnes âgées est quand même relativement faible. Donc voilà, je ne sais pas, Didier. Il est de 8% pour les retraités, il est de 20% pour les moins de 18 ans. Oui, donc, mais moi je conteste celui du moins de 18 ans. Enfin bon, voilà. Non mais ça ne veut pas dire grand-chose, enfin honnêtement. Mais enfin bon. Didier, oui. Oh, juste, oui. Enfin, ce qui joue aussi dans la perception, c'est que tout le monde a bien en tête que forcément les retraites sont plus basses que les salaires, et les gens n'ont pas forcément cette idée que les calculs de niveau de vie corrigent de la taille des ménages. Oui. Donc, ce qu'il faut faire absolument, mais c'est vrai que c'est en même temps un sujet de débat, parce que la façon de corriger la taille des ménages, on le fait avec des échelles d'équivalence un peu forfaitaires, et dont on n'est pas sûr qu'elles rendent bien compte du ressenti et du vécu réel pour l'ensemble des cas de figure. Alors, une fois posé ce constat, alors donc des questions, mais qui vous invitent justement peut-être effectivement à la suite et prospective. Donc notamment, des questions qui commençaient sur les mesures potentielles qui pouvaient éventuellement venir. Des questions, voilà, mais vous allez y répondre. Le report de l'âge de départ en retraite n'était pas incompatible avec l'employabilité des seniors, ou du moins la vision qu'en ont les entreprises. Si on ne reporte pas l'âge de départ parce que tout le monde a droit à un repos bien mérité, pourquoi ne pas diminuer le montant des pensions? Il semblerait que le paramétrage soit le plus faisable techniquement, politiquement c'est une autre histoire, mais compte tenu de la pénibilité de certains travaux et l'absence d'efforts en matière de prévention dans l'entreprise, augmenter l'âge de départ ne sert à rien si les personnes ne sont pas en bonne santé. Voilà, enfin beaucoup de questions d'ores et déjà sur un peu donc les différentes perspectives autour de changements autour des conditions d'éligibilité à la retraite. Pierre-Louis, un peu comment tu vois un peu donc ce débat? Alors il me semble que la première question, sachant que donc en tant que président du corps, je n'ai pas d'orientation à donner. Vous doutez que dans une instance où il y a à la fois le MEDEF et la CGT, des députés de la France Insoumise et des députés des Républicains, il est clair qu'il n'y a pas une position du corps. Donc ce que je vais dire, c'est des éléments de réflexion. Le premier élément de réflexion, c'est s'il faut faire baisser la part des retraites, maîtriser les dépenses de retraite, est-ce qu'on fait contribuer les retraités actuels ou non? Parce que toute mesure, par exemple, sur l'âge, concerne les actifs et ne pèse pas sur les retraités actuels, ceux qui sont déjà partis à la retraite. D'ailleurs, à cet égard, c'est assez net. Quand on demande dans un sondage, faut-il repousser l'âge de la retraite, il n'y a que 20% des gens qui disent qu'ils sont pour, c'est-à-dire 1 sur 5, mais c'est 40% parmi ceux qui ont plus de 65 ans. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà partis à la retraite sont assez favorables à un report de l'âge de la retraite. Par rapport chez les actifs employés
ou ouvriers, le taux d'adhésion à cette mesure n'est que de 1 sur 10, d'accord, alors qu'il est de 4 sur 10 chez les plus de 65 ans. Donc la première question, c'est est-ce qu'il faut faire contribuer les retraités actuels ou est-ce qu'il faut faire supporter l'effort par les actifs à venir? Sachant que si on veut aller vite, il faut supporter l'effort par les retraités actuels, parce que même si on fait un report de l'âge, même si on veut aller vite, eh bien ça reste de toute façon une mesure progressive et ça va s'échelonner dans le temps. Et donc pour répondre à cette question, eh bien ça dépend très largement du débat qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire de l'appréciation qu'on porte sur le niveau à vie actuel des retraités par rapport aux actifs, sur sa pertinence, sur la manière dont on pourrait différencier d'éventuelles mesures qui porteraient sur eux, ou au contraire, on dit on les écarte. Clairement, je voulais vous montrer un slide là-dessus, il est clair que pour le moment, on a fait contribuer les retraités actuels. On a sous-indexé les pensions, c'est-à-dire que, alors que le principe, c'est de maintenir le niveau de vie. Depuis le début des années 90, on a pesé sur le niveau de vie des retraités. Donc, on a une promesse. Je vais indexer les pensions sur les prix. Et cette promesse, elle n'a pas été tenue parce que, d'une part, on a augmenté les prélèvements sur les retraités, les prélèvements directs sur les retraités, et c'est la CSG. C'est le slide d'avant. Là, vous avez ce qui s'est passé pour un retraité qui est de la génération 1932 et un retraité de la génération 1942. Et vous avez le non-cadre et le cadre. Prenons le non-cadre. En gros, je vous l'ai dit, la promesse, c'est je vais revaloriser les pensions sur les prix. Donc, ça voudrait dire que le pouvoir d'achat devrait être stable. Vous voyez que pour le non-cadre, cette promesse, elle a été tenue jusqu'aux années récentes. Hein, en gros, on est à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse ni d'augmentation du pouvoir d'achat du non-cadre. Celui qui est parti en 1932 ou celui qui est parti en 1942, pendant une grande période, eh bien, on lui a garanti son pouvoir d'achat. Et puis, dans les années récentes, il y a eu des sous-indexations à Arco-Agirc, puis au régime général, puis à nouveau, et il va y en avoir à Arco-Agirc du fait des dernières décisions. Et puis, pour le cadre, la baisse du pouvoir d'achat est encore plus forte. Hein. Vous voyez qu'un retraité de 1932, pardon, un cadre qui est né en 1932 et qui donc a pris sa retraite 60 ans après, en 1992, aujourd'hui en 2022, après 30 ans de retraite, il a un pouvoir d'achat qui a diminué de 15%. Alors pourquoi a-t-il un pouvoir d'achat qui a diminué de 15%? D'une part, il a subi des sous-revalorisations, notamment à Agirc, ce qui ne concerne pas le non-cadre, et des sous-revalorisations de fin de période au régime général et à Arco-Agirc. Et puis surtout, eh bien, la CSG est montée progressivement en charge. C'est pour ça que vous voyez cette très forte chute dans ces premières années de retraite. C'est toutes les augmentations de CSG qui ont eu lieu pendant les années 90. Donc vous voyez qu'une manière de peser sur le pouvoir d'achat des retraités sans sous-revaloriser, et une manière différenciée, c'est d'augmenter les prélèvements. Mais c'est d'augmenter un prélèvement qui s'appelle la CSG, ou la CRDS, ou la CASA, c'est ce que vous voulez. Mais c'est sera à peu près la moitié, c'est ça? Voilà, à peu près la moitié. C'est pour ça que le non-cadre n'y est pas soumis, et le cadre y est soumis, puis ça dépend de comment vont être revalorisés les seuils d'entrée dans ces prélèvements. Donc, l'augmentation des prélèvements et les sous-revalorisations fait que, eh bien, on a fait contribuer, sans le dire, de manière un peu opaque, hein, les retraités à l'équilibre des systèmes des retraites en allant en dessous de la promesse implicite qui est « je maintiendrai votre pouvoir d'achat ». Donc, est-ce qu'on peut continuer ? Clairement, Arco-Agirc vient de dire oui, puisqu'il vient de décider de sous-revaloriser les pensions cette année. Pour le moment, ce que je ressens, c'est que après la sous-revalorisation de 2019, pardon, le gouvernement actuel a décidé des sous-revalorisations en 2018 pour 2019 et 2020. Et fin 2018, on a eu un événement, c'est les Gilets jaunes.
et ça a un peu refroidi les velléités de peser sur sur le levier de la revalorisation, surtout que ça faisait suite à une augmentation de la CSG dans l'année de 2018. Donc voilà, la première question, c'est est-ce qu'on fait contribuer les retraités actuels ou est-ce qu'on fait supporter l'effort par les actifs? Et si on fait supporter l'effort par les actifs, là on est plutôt sur l'éventualité d'une mesure d'âge qui elle-même peut prendre deux trajets. Soit on reporte l'âge minimum, hein, souvent le 62 ans, on le passe progressivement à 63, 64 ans, soit on allonge la durée d'assurance. Ce que je voulais simplement, pour éclairer ce débat, hein, et sans le trancher, c'est que même si on ne fait pas de réforme, l'âge de départ à la retraite va progressivement augmenter. Donc là, vous voyez quel était l'âge de la retraite jusqu'en 2010, c'était un peu moins de 61 ans. À partir de 2010, réforme dite Sarkozy, on repousse de 2 ans. Eh bien, on voit l'effet de cette réforme. Dernière donnée connue, les gens partaient à 62,4 ans. Et si on ne fait rien, progressivement, ils partiront à 64 ans. Pourquoi? Parce que l'exigence en termes de durée requise pour avoir le taux plein augmente. Actuellement, elle est à 42 ans pour les générations 59, 61, mais pour la génération 73, elle sera à 43 ans, donc un an de plus. Et puis, jusqu'aux générations nées avant 1975, les dates d'entrée dans la vie active ont été progressivement repoussées du fait de l'allongement de la durée des études. Donc, globalement, même si on ne fait pas de réforme, globalement, notre âge de la retraite va aller progressivement à 64 ans. Mais, en comparaison internationale, nous partons plus tôt que les autres. Et en gros, à part les Belges, nous partons 2 ans avant l'ensemble des pays de niveau de développement comparable qui nous entourent, sans parler des États-Unis. Mais je pense que ce graphique est vraiment important aussi et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, effectivement, que dans les perspectives financières, il ne faut pas oublier les effets passés des réformes parce qu'ils continuent à produire des effets très profonds dans les années à venir et tout ceci monte en charge très, très progressivement. Et ça amène aussi à rappeler que, encore une fois, il ne faut pas dire que la France n'a pas su faire de réforme des retraites. On a fait des réformes de retraite et qui ont un effet vraiment très significatif. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, prise de position sur il faut encore en faire ou pas, mais on a fait des réformes et qui vont avoir des effets, certes étalés dans le temps, mais tout à fait importants. Didier? Oui, ce qui est en débat, c'est pas le fait de devoir se mettre à faire des choses qu'on n'a pas fait du tout. La France a beaucoup réformé. Ce qui est plutôt le sujet, c'est faut-il accélérer des choses? Effectivement, on peut avoir cet argument qu'après tout, pourquoi pas demander tout de suite aux retraités d'aujourd'hui ou au futur, aux gens qui s'apprêtent à prendre leur retraite, des choses qu'on a prévu de demander aux retraités dans 20 ou dans 30 ans. Alors, il y a cet argument qu'entre-temps, il y aura peut-être eu de la croissance économique, donc de toute manière, tout le monde sera mieux dans 30 ans. Et donc, ça. Mais, en fait, oui, c'est ça. Mais il y a un peu ce doute sur ce que va être l'ampleur de la croissance et surtout, on sait que la croissance en question, elle n'est pas tellement ressentie par les individus. Les gens ont plutôt l'impression que l'économie fait du surplace. Alors sur les différents leviers, effectivement, à chaque fois qu'on met en avant un levier, il y a toujours une objection qui est de dire oui, mais niveau de vie, oui, mais pénibilité, oui, mais ça c'est sûr qu'il n'y a aucun des leviers qu'on peut envisager qui soit indolore. Pour la comparaison, Pierre-Louis a dit effectivement jouer un peu sur la sous-indexation, c'est quand même qui est le plus efficace puisque ça joue sur le stock, mais il y a ce problème qu'on l'a beaucoup utilisé ces derniers temps, donc ça n'encourage pas à recommencer tout de suite. Ce qu'il faudrait peut-être essayer d'envisager, on l'a glissé un peu dans l'avis du CSR, il faut éviter que cette politique elle soit par à-coups, c'est-à-dire que s'il y a un besoin effectivement de faire légèrement décrocher les pensions par rapport au niveau de vie des actifs, si on tarde trop à le faire, par contre au moment où il faut le faire, on est obligé de donner des grands coups et là c'est davantage ressenti. Alors il y a 2 écoles, hein. Il y a des écoles, des gens qui pensent qu'il vaut mieux un grand coup une fois de temps en temps et puis des gens qui pensent qu'il vaut mieux avoir une approche plus progressive. En tout cas, il faut avoir cette problématique en tête. Sur la question de l'âge, donc il y a effectivement, alors là c'est des mesures en fait, c'est plutôt les mesures qui concernent
concerne les futurs entrants dans la retraite. Donc il y a cette mesure de relèvement de l'âge minimum, l'âge d'ouverture des droits. Effectivement, le sujet de la pénibilité est à une raison d'être prudent sur cet instrument-là. Donc moi, par rapport au régime universel, j'étais plutôt sur l'école de penser qu'il valait mieux maintenir un âge, comme ça avait été initialement, un âge d'ouverture des droits plutôt bas à 62 ans et ensuite de laisser plutôt jouer à la fois le libre choix et le fait que dans la fenêtre ainsi ouverte de 62 ans, les gens ne se présentent pas avec les mêmes conditions, parce que les gens qui ont eu des carrières plutôt plates, effectivement, peuvent avoir des taux de remplacement élevés dès 62 ans, ce qui n'est pas le cas des gens à carrière ascendante. Et puis, l'autre instrument, donc la durée de cotisation, en fait, on peut le voir à la fois comme un instrument sur l'âge ou sur le niveau de la retraite, puisqu'après, les gens ont le droit de choisir. Je pars au même âge avec une retraite plus basse ou je vise la même retraite, mais en partant plus tard. Ce qu'il faut avoir en tête, on a souvent eu le raisonnement que c'était plutôt plus social comme mesure parce que ça pénalisait plutôt les gens qui ont commencé à travailler tard, donc des gens plus qualifiés avec des plus gros salaires, mais en fait c'est devenu un peu plus ambigu que ça, parce que ça pénalise aussi des gens qui ont eu des carrières très hachées, très courtes, etc. Et donc c'est un peu un problème du système actuel. C'était quand même une des raisons de bien accueillir l'idée de mettre de l'ordre dans tout ça, c'est le fait que là actuellement on dispose d'une poignée de leviers, et finalement ces leviers, quand on les bouge, on n'est pas sûr qu'on va effectivement toucher les gens dont on pense qu'il serait le plus juste de les affecter. Deux remarques pour finir sur cette question de l'âge, pour compléter. Donc il y a un indicateur qu'on suit qui est la durée de la retraite. Donc avec leur montée à 64 ans, la telle qu'elle est programmée actuellement, on stabilise, et même avec les hypothèses d'espérance de vie moins favorables retenues dans les dernières projections, on stabilise quand même la durée de la retraite. Donc au moins cet acquis social est préservé. C'est vrai que si on durcissait plus vite que prévu, là il y aurait peut-être une petite flexion et du coup le CSR serait obligé d'alerter sur ce point puisque c'est un des indicateurs qu'il est supposé surveiller. Et sur la pénibilité, quand même, on a longtemps été sur cette idée que oui, les années de vie gagnées, c'est plutôt des années en mauvaise santé. Là, dans le dernier rapport du corps, il y a un message qui est un petit peu différent quand même, selon lequel, enfin, c'est difficile à mesurer, de toute manière, l'espérance de vie en bonne ou en mauvaise santé, mais le message est plutôt que sur ces dernières années, les gains d'espérance de vie ont plutôt profité à la vie en bonne santé. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur les questions qui sont pas mal posées, quelles que soient les modalités, durée des cotisations ou âge. Il s'agit de travailler plus longtemps. Et donc, la question est beaucoup posée de l'employabilité des seniors ou de la pénibilité. Enfin, et derrière du fait que, de toute évidence, le rapport au travail est vécu très différemment selon les catégories et que la perspective de travailler plus longtemps est perçue de façon extrêmement différente selon les gens. Et donc, oui, enfin, comment vous voyez ce sujet parce que donc il y a à la fois les débats économiques, mais aussi l'acceptabilité évidemment donc de tout ceci. Et on sait bien que c'est des sujets extrêmement sensibles pour les gens, parce que ça modifie la façon dont ils envisagent eux-mêmes leur vie personnelle. Enfin, ça touche à des choses extrêmement fortes. C'est pour ça que ces sujets sont très très compliqués. Donc, comment voyez-vous ce sujet effectivement et est-ce que d'ailleurs, enfin, est-ce que le corps a une vision sur la façon dont la France se situe sur ce sujet employabilité des seniors là, par rapport à d'autres pays parce qu'on a l'impression effectivement que d'autres pays ont été plus loin, plutôt que nous sur ce sujet. Quand on regarde aujourd'hui l'âge de départ en retraite, est-ce qu'il y a des études donc sur ce sujet? Sur l'employabilité physique des seniors, clairement, est-ce que les gens sont en position de travailler un peu au-delà des 62 ans qui sont la norme? Donc nous, on publie chaque année la part des gens qui, dans ces tranches d'âge-là, se disent limités dans les activités qu'ils peuvent faire par rapport à l'ensemble de la population. Donc, effectivement, à ces âges-là, il y a des gens qui disent qu'ils sont limités, qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc, c'est les gens pour lesquels ce serait le plus difficile de continuer à travailler. Mais cette proportion, d'une part, elle est stable, et pour ceux qui sont très limités, elle est très faible, c'est 10%, et elle évolue, ça m'a toujours étonné dans les stats,
assez peu entre, en gros, 60 et 70 ans, quoi, entre 55 et 70 ans. Donc, effectivement, si on repousse l'âge de la retraite, ça posera des problèmes à certains en termes simplement de capacité physique à faire face à cette exigence, mais c'est aussi pour ça que dans un système de protection sociale, on a des dispositifs d'invalidité ou de ce type. Donc, je ne pense pas que ça soit en soi la capacité physique à travailler un argument contre, dès lors qu'on aurait un système d'invalidité qui... mais c'est vrai que repousser l'âge de la retraite, ça a des effets extrêmement différenciés selon les personnes. Si vous avez si vous devez mourir à 64 ans, eh bien, si l'âge de la retraite est à 62, ça vous donne 2 ans de retraite. Si l'âge de la retraite est à 64 ans, ça voudra dire que vous aurez cotisé toute votre vie sans rien. Si vous devez vivre jusqu'à 90 ans, eh bien, le fait qu'on vous ait écorné de 2 ans votre retraite écorne assez peu votre temps de loisir. Donc, alors, bien évidemment, tout ça, c'est de l'aléa individuel, et un système de retraite, c'est pour mutualiser cet aléa individuel, mais c'est aussi associé à des catégories socio-professionnelles, à des niveaux de revenus, et bien évidemment, on le sait, et c'est énorme, plus on est modeste, plus on a des revenus, niveau de vie faible, plus on a des travaux pénibles, plus on a des carrières hachées, et bien moins on a d'espérance de vie, et plus on a un travail intéressant, bien payé, où on est dans une catégorie socio-professionnelle élevée, et bien plus on a l'espoir de vivre longtemps. Donc clairement, c'est une mesure qui a des effets sociaux complètement différenciés. Hein. Donc voilà, donc il faut le savoir. On peut le corriger éventuellement en faisant des systèmes de différenciation. Pour le moment, le seul système de différenciation, c'est de faire partir des gens plutôt au titre de la pénibilité. C'était la loi de 2014 avec 10 critères de pénibilité, mais on en a enlevé 4. Et le gain permis par cette loi pénibilité de 2014 était au maximum de 2 ans. Donc c'est peut-être pas à l'ampleur, mais c'est une question qui pourrait éventuellement être rediscutée si on devait repousser l'âge de la retraite. Un dernier mot, la liberté de choix. Parce que si on reprend par exemple le programme du président Macron, il disait clairement je ne toucherai pas à l'âge de 62 ans, et il disait, et l'idée c'était, les gens auront le choix. Hein, le système qu'il proposait permettait aux gens de partir plus tard, et chaque fois qu'on partait plus tard, comme on allait avoir 1 an de moins de retraite, eh bien, le montant de la retraite était plus élevé. Ça s'appelle un calcul actuariel. On a fait une séance ce matin sur ce sujet au corps, je vous y renvoie, et donc on peut tout à fait se dire que l'important, c'est de laisser du choix aux gens. Et laisser du choix aux gens, c'est même pas pour des questions de différence entre catégories socio-professionnelles ou des revenus. Prenons 2 personnes complètement dans la même situation, mais dont l'un est grand-père à 62 ans et qui a envie de s'occuper de son petit enfant. Et l'autre, il n'est pas grand-père à 62 ans, il le sera peut-être, ou en tout cas il n'en sait rien, à 65, 66, 67 ans. Lui, il a beaucoup moins intérêt, enfin beaucoup moins de préférence pour être à la retraite. Donc laisser de la liberté aux gens, sans même évoquer le fait que les mesures d'âge sont très différenciées socialement, ça a un intérêt parce que ça permet à chacun d'exprimer ses préférences, et que ces préférences, au-delà même de différences statistiques, elles renvoient à une hétérogénéité individuelle qui peut être extrêmement forte. Donc l'idée d'avoir un système qui se régule non pas par une norme d'âge, mais par des niveaux de pension qu'éventuellement on baisse si on veut penser moins pour les retraites, mais en laissant une palette de choix, me paraît une idée qui mériterait d'être creusée, qu'il est assez peu en France, parce que c'est une idée assez, j'allais dire, entre guillemets, libérale. En France, on aime bien fixer une norme, le taux plein à 64 ans qui devienne la norme auquel on doit partir, ou à 65 ou à 66. Là, vous dites aux gens, vous pouvez partir à partir de 62 ans, mais vous faites votre choix. Sachez que si vous partez plus tôt, vous aurez moins, parce que vous allez bénéficier de votre retraite pendant plus longtemps. Si vous partez plus tard, vous aurez plus. Maintenant, c'est à chacun de choisir, de faire ses choix,
Et je pense que c'est comme ça qu'on maximise le bien-être, parce que ça permet à chacun d'exprimer ses préférences. Et je donnais l'exemple du grand-père, mais ça peut être aussi la personne qui veut s'arrêter pour aider une personne en difficulté, hypothèse auquel tu seras plus sensible du fait de ton travail sur l'âge. Et c'est aussi un élément important dans la gestion de sa retraite, le fait qu'on doive parfois aider ses parents. Effectivement, j'avais dit un peu que moi aussi j'étais plutôt partisan d'une palette un peu large avec un âge d'ouverture des droits pas trop, enfin même éventuellement laisser changer à 62 ans en laissant un peu les gens gérer en fonction du fait qu'en partant des 62 ans on a une retraite plus petite, mais modulo quand même ce point que contrairement à ce qu'on a souvent dit sur le système par points, je veux dire, il vous assure, de la façon dont il était prévu, il permettrait quand même qu'en arrivant à 62 ans, les gens qui ont eu des carrières plutôt plates, qui sont plutôt les gens moins favorisés, ont un total de points cumulés rapportés à leur dernier salaire qui est plus important. Donc dès 62 ans, il y a une différenciation, et puis qui aurait été en plus complétée par l'introduction de mécanismes redistributifs dans le système, ce qui est important. À ce sujet-là, effectivement, les questions différentielles d'espérance de vie, c'est un sujet à la fois très important et très difficile. La façon, à mon avis, il n'est pas gérable directement en disant on va faire dépendre votre retraite de votre espérance de vie. On tomberait sur des choses très problématiques. La bonne façon de le gérer, c'est d'avoir dans le système des mécanismes redistributifs qui compensent ces inégalités d'espérance de vie. Et actuellement, c'est à peu près ce que fait le système, parce que le retour sur cotisation est quand même plus élevé pour les personnes des catégories moins favorisées, même quand vous prenez en compte leur durée de vie moins importante. Dernier point pour être bref, sur cette question de la pénibilité, de l'employabilité, effectivement, donc c'est un sujet important. Faut pas non plus le voir uniquement comme une contrainte exogène, c'est quelque chose qui est un peu endogène par rapport au choix qu'on fait globalement sur la retraite. Si vous avez un choix collectif en faveur d'un départ en retraite précoce, finalement, on ne se préoccupe pas tellement des fins de carrière, et c'est comme ça que la France a beaucoup vécu. Après, on peut faire le choix inverse, de dire on va plutôt privilégier le fait de prolonger la vie active, mais dans ce cas-là, ça doit se traduire par des modifications sur le champ des conditions de travail et plus globalement de tout ce qui détermine l'employabilité sur cette fin de carrière. Bien. Il y a une question qui a été posée, mais c'est plutôt pour introduire la séquence suivante, qui est relative à l'épargne qu'évoquait Pierre-Louis. Donc, bien sûr, il y a le sujet d'héritage, mais certains évoquent aussi le sujet du risque EHPAD et donc éventuellement se prémunir contre ce risque. Alors, je sais que c'est discuté de savoir, effectivement, est-ce que effectivement le taux d'épargne est plutôt lié simplement au sujet de l'héritage ou aussi à ce sujet perte d'autonomie. Mais moi, j'ai quand même une conviction, c'est que je pense que, me semble-t-il, ce sujet il doit être abordé globalement avec le sujet effectivement du vieillissement de la population française, qu'effectivement il faut une cohérence en tout cas entre le sujet retraite et le sujet perte d'autonomie, que je pense que c'est peut-être ce qui a un peu manqué effectivement dans la période récente. C'est une approche en tout cas cohérente et qui donne de la visibilité aux Français sur ces sujets. En tout cas, moi j'espère qu'effectivement le débat public permettra d'avoir une approche global de ces sujets qui sont quand même des sujets très, très forts pour la population française. Merci beaucoup à vous. Merci aussi d'avoir rappelé encore une fois que la situation, certes, elle amène des débats, mais on n'est pas dans une situation non plus d'insoutenabilité manifeste de ces sujets, et que nous avons des débats devant nous, mais qui doivent pouvoir être réglés, j'espère, dans le cadre du débat démocratique qui caractérise la France aujourd'hui. Merci beaucoup.